m'appelle Madame Ibn Ziaten Latefa. Je suis la maman de Ahmed qui a été assassiné le 11 mars 2012 et j'ai fondé cette association pour la jeunesse et la paix, Ahmed pour la jeunesse et la paix, le 22 avril 2012. Et depuis ce jour-là, voilà, je fais ces témoignages dans l'établissement scolaire, dans les maisons d'arrêt, à travers les associations, maisons de quartier, pour tendre la main aux jeunes et pour les aider surtout. Il y a une souffrance énorme. Une souffrance, j'aimerais bien ces ghettos, ils sont ouverts. Cette cité qui s'est fermée, il faut l'ouvrir. De donner la chance à l'enfant, donner la chance à ses familles pour qu'ils peuvent s'intégrer normalement, qu'ils vivent normalement comme les autres. C'est très important. On ne peut pas mettre les gens à côté ensemble et on dit intégrez-vous, à quoi ils peuvent s'intégrer. On ne peut pas. Et je pense que chaque enfant, il n'est pas bête. Il suffit l'adulte pour le cadrer, pour l'aimer. Parce que l'amour, un enfant, il a besoin. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir. Quand dans les rencontres que vous avez avec ces jeunes, avec ces familles, qu'est-ce qui montre cette ghettoisation dans les paroles de ces gens-là? Ben, ils te le disent, hein, ils te disent, quand vous parlez avec un jeune, ils te disent, madame, je ne suis pas français. La République, il m'a oublié. Ou à l'école, je n'ai pas considéré comme un Français. Tout de suite, c'est le petit immigré ou musulman. Tout de suite, on a une étiquette. On n'est pas un enfant comme l'autre. Et quand un enfant, il vous le dit ça, avec beaucoup de sincérité, qui sort de son cœur, mais moi, ça me fait trop mal. C'est pour ça que j'ai dit à chaque prof, certains que je côtoie, c'est quand vous avez un élève en face de vous, ne demandez pas leur identité. C'est un Français, après tout. Voilà, il ne faut pas faire la différence. J'aime pas quand j'entends un directeur me dit « j'ai quelques immigrés ici ». Ce ne sont pas des immigrés, c'est des enfants français. Aujourd'hui, c'est une France multicouleur et elle est riche et c'est pour ça qu'il donne aussi la force à la France, parce que c'est cette mixité. Cette France-là, elle ne s'est pas encore acceptée elle-même? Voilà, parce qu'elle n'est pas acceptée elle-même, parce que les gens, ils ont du mal à voir la France multicouleur. Et elle est là. On ne peut pas l'ignorer aujourd'hui. Il faut l'accepter. Il suffit juste de connaître la personne et d'aller vers lui, de ne pas avoir peur. Quelle est la phrase, Madame Ziaten, quelle est la phrase qu'un jeune a prononcée et qui a été la plus douloureuse pour vous? Quand je demande qu'est-ce que tu vas faire plus tard, un enfant, il a des rêves. Quand un enfant, il va répondre non, je n'ai pas. Là, ça m'inquiète. Là, ça me fait peur. Là, ça me fait mal. Parce que chaque enfant, il a ses rêves. Et s'il n'a pas de rêve, ça veut dire qu'il n'a rien. Qu'il n'a pas d'espoir. Il n'a pas d'espoir. Et l'espoir, c'est les rêves. Et les rêves, c'est le bonheur, c'est l'amour. Et ça fait très mal. Ça me touche beaucoup. Ça arrive souvent? Ça arrive beaucoup. Et j'ai pas vu, même jusqu'à maintenant, malgré cette souffrance, j'ai des rêves d'amener ce combat, de réussir avec ces jeunes. Je vais bouger le monde s'il le faut pour ces jeunes. Beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, Madame Ziaten, dans les actions que vous menez au jour le jour? Mon foulard. C'est-à-dire? Vous savez, quand vous parlez de la laïcité ou vous parlez de la République, tout de suite, certaines personnes vous disent vous n'avez pas la place. Vous n'êtes pas placé pour ça. Parce qu'à cause de votre voile, c'est pas un voile, je porte pas un voile, je porte un foulard. À cause de votre foulard, vous ne seriez pas à même de pouvoir parler de ces choses-là. Tout à fait. Et pourtant, je suis citoyen, je suis française. Vous êtes française. J'aime ce pays, j'aime ses valeurs. Je suis marocaine de mes origines, je suis fière de l'être. Et je suis musulmane et je suis fière d'être musulmane. Et je le vis avec beaucoup de dignité, le respect. Vous avez été huée, Madame Ziaten, à l'Assemblée nationale, on l'a vu récemment.
C'était lors d'un colloque sur la laïcité, justement, Tout à fait. qui a été organisé par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et certaines personnes qui participaient à ce colloque, qui étaient dans le public, vous ont hué en raison de votre foulard. Et plus qu'ils m'ont hué, ils m'ont agressé. Ils sont sortis de la salle et m'ont suivi jusqu'à l'ascenseur. Et des choses. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit, vous êtes pas française, madame. Vous dites que vous avez une nationalité française. Vous n'êtes pas française, madame. Vous ne pouvez pas parler de la laïcité que vous portez un foulard. Vous faites honte à la France. Et le mot honte à la France qui m'a beaucoup fait mal, ce mot-là. Et j'ai dit, monsieur, je suis française. Et je suis musulmane. Et je suis marocaine. Et je le vis avec les trois. Et je suis fière. C'est vous que vous avez un problème. Il m'a dit, vous ne pouvez pas parler en France. Et vous ne pouvez pas parler de la laïcité avec votre voile. J'ai dit, monsieur, je ne porte pas un voile. C'est un foulard que je porte. Et je suis européen comme vous. Et je peux vous saluer. Il m'a dit, je ne pense pas que votre religion vous permet. Et c'est là où je l'ai pris la main. Et j'ai dit, voilà, je vous salue, monsieur. Ma religion, elle me permet de saluer les gens. Et je peux même vous embrasser, ça ne me dérange pas. C'est ça la tolérance. Ce sont des personnes qui assistaient à ce colloque-là? Tout à fait. 2 personnes qui insistaient, qui n'ont rien compris. Le pire que ça m'a choqué, c'est un lieu républicain. 2 hommes bien mûrs, qui une femme en souffrance qui se bat pour les valeurs, pour le droit de l'enfant. Et quelqu'un qui vous dit, vous n'êtes pas française. Est-ce que c'était des personnalités connues, Madame Nuziata? Oh oui, je pense. Vous saurez les reconnaître? Oui. Qui était-ce? Je vais pas dire. Je laisserai ces gens eux-mêmes, ce que vous disent eux-mêmes seuls, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'était des députés socialistes? Non. Non, non. Non, non, ça. Personnalités politiques connues? Oui. Du Parti socialiste? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti après tout ça? Ah, j'étais très mal. Sincèrement, ils m'ont touchée. J'étais invitée ce soir-là à l'Élysée. J'ai tremblé. Ils ne m'ont pas stabilisée. Et ça m'a fait mal de me dire je ne suis pas française. C'est ça que ça me fait mal. Le mot tu n'es pas française. Et pourtant, je suis française. Je me sens pratiquement à 100%. Et ça que ça me fait mal parce que 4 fonctionnaires que j'ai, mes enfants, un militaire qui a servi la République, un policier, un prof, une fille qui a réussi les directions du musée de Beaux-Arts, et j'ai mon dernier qui fait les études, et je travaille dans la fonction publique. Mon mari, c'est un cheminot, et un monsieur qui vient me dire je ne suis pas française. Alors là, ça m'a travaillé ce jour-là. Et j'étais obligée de sortir parce que je croyais que je vais tomber tellement que ça m'a tellement fait mal. Je croyais que j'avais un malaise. Et j'étais obligée d'aller m'asseoir au fond. Je sais que ça m'a passé ce malaise. Et les pompiers sont venus vers moi, ils m'ont donné de l'eau. Ça, c'était le jour du colloque? C'est le jour de colloque, le jour même. J'étais 2 fois invitée sur les 2 côtés et ça m'est arrivé cet accident malheureusement avec les 2 personnes. Mais voilà, ça va passer. Est-ce que vous avez été défendu par les personnalités politiques socialistes qui se trouvaient à ce colloque? Jean Glavani, par exemple, ou d'autres? Ben, c'est-à-dire, moi, comme j'avais rendez-vous, j'ai témoigné, il fallait que je parte. Et ces 2 hommes, ils n'ont pas été d'accord que je parte. Ils m'ont suivi, ils sont sortis de la salle, M. Glavani, et il est resté dans la salle. Et moi, je suis partie. Et heureusement que j'avais l'officier qui était avec moi pour me protéger, je ne sais pas. L'officier de sécurité. Voilà. Sinon, peut-être, ils ne vont pas me frapper, ça c'est sûr, je ne pense pas. Mais ça peut, je ne sais pas, manière de cracher sur soi, ou j'en sais rien, je ne sais pas. Parce que la manière qu'il parlait, ce monsieur-là, l'autre, ça va, il parlait, malgré était agressif, mais était en retrait. Mais l'autre, il était en face de moi, il est venu tout rouge. Et ça moussait dans la bouche tellement la colère. Et je sentais tellement coléreux que... Mais c'est très grave qu'il y ait ce genre
d'action violente, d'agression dans un lieu C'est parce qu'il n'a pas compris. hautement symbolique à l'Assemblée nationale. Il n'a pas compris, ce monsieur-là. C'est dommage. On ne peut pas arrêter les gens. Il n'a pas compris. Est-ce que ce n'est pas votre devoir de dire quelles sont ces personnes-là pour que ce genre de choses ne se reproduisent pas? Je ferai à ma manière. Il y a des droits, mais voilà. Vous allez déposer plainte? Oui. Pour agression? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous dites aux gens aujourd'hui qui vous regardent sur ce que ça veut dire de parler de laïcité quand on est Latifa et Miziaten? C'est-à-dire, on a le droit de parler sur la laïcité. Sinon, si je suis en France et j'ai fondé une famille, je suis rentrée en France, j'avais 17 ans et demi. Moi, je me sens française. J'ai le droit de défendre mon pays, défendre ses valeurs, défendre n'importe. Je ne me sens pas différente de l'autre, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Moi, mon fils, quand il a souhaité d'être militaire, servir à la République, je ne lui ai pas dit non, mon fils. J'avais peur pour lui, oui, comme toutes les mamans, mais il a voulu servir son pays, il était heureux, ben moi aussi. Ça fait partie de la laïcité, si j'ai accepté. Parce que quand on est français, on aime la France, on l'aime avec les valeurs, avec sa richesse, avec sa souffrance, avec tout ce qu'on peut prendre dans le pays où on vit. Et on peut défendre la laïcité et porter le foulard. On peut défendre la laïcité. Non, ça n'a rien à voir. On peut défendre la laïcité avec le foulard ou avec le kippa ou avec le croix ou avec ce qu'on veut. Il faut regarder la personne qui est en face de soi. C'est ça qu'il faut regarder, pas l'apparence. Si on regarde l'apparence, on n'avancera pas. C'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, les gens, certaines personnes, ils jugent sur l'apparence. Je reçois voir de certaines personnes dire oui, vous parlez bien de la laïcité, mais vous retirez votre foulard. Mais le foulard, à qui il dérange? Pourquoi j'ai mis ce foulard? Il y a quand même un sens que j'ai mis ce foulard. Déjà, je suis pratiquante musulmane. Je suis fière de l'être. Je porte ce foulard depuis que j'ai perdu mon fils, parce que je suis dans le deuil. Et en plus, je suis partie à la Mecque. Alors, et ma tradition, même au Maroc, vous verrez des femmes qui portent des foulards. C'était à la mode. C'est une petite Marocaine qui porte un petit foulard. Je ne porte pas le voile. Je salue tout le monde, je embrasse tout le monde. Je mange avec n'importe qui. Il y a de l'alcool, il y a le porc, ça ne me dérange pas, je tolère, je respecte. Et c'est ça le vivre ensemble. À la suite de cette agression, vous avez été victime à l'Assemblée nationale, Mme Latifa Miziaten. Est-ce que vous avez été soutenue, est-ce que vous avez reçu des mots de soutien de la part du Parti Socialiste, de la part de M. Cambadélis, qui ont forcément eu écho de ce qui s'était passé ce jour? Ah oui, ils ont quand même, eux-mêmes, moi au début, je n'ai pas voulu répondre ni aux journalistes, ni quoi que ce soit. Hein. Et ils ont tweeté, il y a des gens qui m'ont soutenu, des milliers de gens que je leur remercie de fond du cœur. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser, c'est une petite minorité, comme tout dans la vie. 2 personnes, ce n'est pas l'ensemble. L'ensemble quand même était... Cette salle, il y avait plein de monde. 2 personnes. Pour moi, c'est rien. Parce qu'ils n'ont rien compris, tout simplement. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, Madame Miziaten, sur les actions concrètes que vous menez au jour le jour, sur le terrain, dans les écoles, dans les prisons, ailleurs? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour réaliser vraiment ces missions complètement? Il me manque plein de choses. De l'aide, du soutien, ça c'est sûr. C'est-à-dire? Le soutien, vous savez, on a besoin de... Pour avancer, il faut de l'aide. Il faut être aidé, il faut être soutenu, sinon on n'avance pas. Sur ce que j'ai envie de faire et d'aider surtout qui me travaille le plus, c'est le prison et l'école. C'est 2 choses. C'est 2 choses parce que je vois dans le prison, je disais, pourquoi Mireille a tué mon fils? Pourquoi Mireille a tué cette personne? Mais quand vous allez en maison d'arrêt et vous voyez ce prisonnier qui ne veut pas sortir de sa cellule, qu'il est complètement se laisse aller, vous le voyez en face de vous. Je regarde moi un par un et je dis mon Dieu, c'est pas possible. Ils sont rentrés, ils ont fait des bêtises, mais ils vont sortir pire parce qu'il n'y a rien. On ne peut pas obliger un prisonnier de sortir. Il y a des choses, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a des programmes, il y a des projets qui vont dans la prison. Mais s'il ne veut pas sortir, il ne l'oblige pas. Pourquoi on ne l'oblige pas? On doit l'obliger
S'il est dans la prison, on doit faire des règles. On doit l'obliger pour que le prisonnier il peut faire remise à niveau, il peut faire des stages, il peut travailler, il peut faire plein de choses. Ils peuvent sortir un homme et qui peut laisser son passé là. Mais si on le laisse enfermé parce qu'il ne veut pas sortir, on les fabrique. Le système pénitentiaire aujourd'hui français ne facilite pas la réintégration, la réinsertion une fois que ces personnes-là sortent? C'est pas qu'il ne facilite pas, ça veut dire le prisonnier, il a plus la loi que le fonctionnaire. Parce que quand le prisonnier, il ne veut pas sortir de sa cellule, on ne l'oblige pas. Il y a des circulaires qui ont le droit, le prisonnier, il ne veut pas. Alors on le laisse. Et si on le laisse, ça veut dire qu'on ne l'aide pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire des règles, on doit sortir ce prisonnier. Il doit sortir de sa cellule. Pourquoi faire? Pour participer à un stage, un travail, l'insertion, pour qu'il sorte un homme ou une femme. On ne peut pas le laisser comme ça. Il faudrait que ce soit une obligation? Une obligation, des règles, voilà, une loi qui soit avec des règles, voilà, on doit sortir ce prisonnier pour faire telle chose ou telle chose. La télé qui reste toute la nuit, et dans un moment, minuit maximum, 10h, 11h, on arrête la télé. Voilà, peut-être il va sortir plus fort, plus d'espoir, plus... mais si on vous laisse comme ça... Et à l'école, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À l'école, il faut la mixité. Il faut la mixité. S'il n'y a pas de la mixité, il n'y aura pas de chance. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu dans les différentes visites? Vous savez, quand je rentre dans un établissement scolaire, vous voyez pratiquement presque 100% ce régime maghrébin. Où ça, par exemple? Partout. Toute la France. Toute la France que j'ai fait. Partout, j'ai vu ça. Toutes les villes. Dans les quartiers populaires? Dans les quartiers populaires et à l'école, pratiquement 100% des Maghrébins. Et qu'est-ce que ça crée, du coup, ce manque de mixité, le fait de vivre? Ça manque de mixité, ça manque de vivre ensemble, ça manque de l'ouverture vers l'autre, ça manque plein de choses, ça manque. Parce que l'enfant, il est entre eux, ils habitent ensemble, ils discutent ensemble, ils vont à l'école ensemble, ils font des bêtises ensemble, parce qu'ils sont ensemble. Mais si l'enfant, même qu'il habite dans ces cités, il va à un autre établissement scolaire, il va rencontrer des autres élèves, il va s'ouvrir vers l'autre, il va connaître l'autre, et c'est plus... Pour vous, la lutte contre les radicalités, ça commence par là? Bien sûr. La mixité, il faut de la mixité. S'il n'y a pas de la mixité, on ne va pas s'en sortir. Il n'y a pas de la mixité dans l'école, il n'y a pas de la mixité dans les cités, il n'y a pas de la mixité dans les maisons d'arrêt. Il y a un problème. C'est-à-dire, on met les gens ensemble, on les oublie, et quand il y a un problème, on dit qu'est-ce qu'on doit faire. Ouais. C'est trop tard. C'est trop tard. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, moi, je n'arrête pas de dire un travail de fourmi, un travail sur le terrain, d'aider, de tendre la main. Est-ce qu'on vous aide assez, Madame Ziaten? Oui, je suis soutenue. Oui. Suffisamment? Pas suffisamment, mais je suis soutenue. Déjà, si je le soutiens, quelques hommes politiques, quelques sénateurs, pas mal de journalistes, pas mal de citoyens qui m'aident. Par exemple, comme cette famille, regardez, il vient de perdre sa fille Lola. Ses parents qui m'ont déchiré le cœur. Ils ont perdu leur fille. Ils ont perdu leur fille l'attentat du 13 novembre. Ils m'ont fait un mail, Madame Ziaten, voilà, on souhaite verser l'argent qu'on va... Au lieu qu'on a les fleurs, on voulait qu'on mette les fleurs, on puisse faire de l'argent pour vous aider. Aider votre association, je trouvais ça, c'est un grand geste. Voilà. On ne peut pas dire tous les gens, ils ne sont pas... Bien sûr, il y a le soutien moral des politiques, mais il y a le soutien financier, et c'est le plus important pour mettre en place vos actions. Vous avez lancé un appel à François Hollande récemment, lorsque vous avez été remise du prix de la Fondation Chirac, c'était il y a quelques jours, et vous l'avez imploré une nouvelle fois de vous aider, notamment de vous aider financièrement. Oui. Est-ce que vous avez eu un retour de la part de François Hollande sur cette demande? Pour l'instant, non. J'attends. Pour l'instant, non. J'attends parce que j'ai expliqué, hein, je n'ai pas de bureau correctement. Les gens qui travaillent avec moi, ils ne sont pas à l'aise parce qu'on n'a pas quelque chose de normal, d'adapté au travail. Et si on peut aller plus loin, il faut quelque chose quand même qui soutient. Si vous n'avez pas de quelqu'un qui vous soutient, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous décourage pour ne pas continuer votre combat.
Voilà, pour continuer ce combat, il faut de l'aide. Il faut de l'aide. Oui, j'attends. J'espère que ça ne va pas tarder, parce que c'est très important. Qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez rien, que vous ne flanchez pas? Qu'est-ce qui fait que vous ne lâchez pas? Je ne suis pas seule. Il est toujours avec moi, Ahmed. Il est là, mon fils. Et la manière qu'il est mort, Ahmed, il est mort courageux. Vous dites qu'il est mort debout. Il est mort courageux, il est mort debout. Il a refusé de se mettre à genoux. Alors, je n'ai pas le droit de me baisser et de tomber. Je dois ramener ce combat à sa mémoire, à tendre la main aux autres. Et chaque aide que je peux porter, Ahmed est en train de grandir à travers l'association. Et pour moi, mon fils est toujours là. Et ça, c'est très important. Il n'y a rien sans difficulté. Pour avancer, il faut encaisser des choses bien et des choses mal. Alors, j'ai déjà encaissé des choses très dures, une souffrance énorme à l'intérieur de soi. Il ne faut rien lâcher. Vous êtes menacée aujourd'hui, Madame Ndiaten? Oui. Oui. Est-ce que vous avez peur? Non. Non, j'ai jamais eu peur. La preuve, si j'aurais peur, j'aurais tout de suite arrêté. Non. Si le destin, il veut ça, eh bien, s'il faut mourir pour défendre une cause, c'est lui qui décide. Voilà. Merci à vous.